là, je suis bien obligé de me pencher sur le phénomène absolu de ces derniers mois. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la musique électronique, il y a un label qui n'a pas pu vous échapper, qui inonde très certainement vos réseaux sociaux, Afterlife. C'est quoi Afterlife? Comment un succès populaire, poussé à son paroxysme comme ça, est-il en train d'étouffer toute une scène musicale? Depuis sa naissance, le label Afterlife, qui a été fondé par le duo italien Tale of Us, a voulu vraiment redéfinir l'expérience musicale qui est proposée au public sur la scène techno. Mais malgré une vision initiale qui était ambitieuse, rien ne semblait le prédestiner à une telle ampleur. Et en quelques années, on est passé d'une résidence à Ibiza qui était déjà prestigieuse à des shows complètement démesurés. Un succès auréolé d'admiration, mais aussi de vives critiques. Du projet techno fédérateur opposé au code de l'IDM, Afterlife a basculé dans une toute autre dimension. L'histoire d'Afterlife, elle est très récente, mais pas forcément connue, ce qui rend, je trouve, le succès d'autant plus fulgurant et impressionnant. Elle commence en 2016, lorsque Carmine Conte et Matteo Mieri décident de donner vie à leur vision artistique à travers un label. Et si leurs visages sont plutôt devenus familiers, leur histoire, elle, je trouve qu'elle l'est moins, et elle me paraît importante pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de devenir les monstres sacrés derrière le label Afterlife, Carmine et Matteo ont en fait un chemin assez courant dans le monde de la musique électronique, même si, attention, il a été très rapide. Déjà, ils sont tous les deux originaires d'Amérique du Nord, où ils grandissent. Carmine Conte, lui, il est né à Toronto, au Canada, et Matteo Mieri, lui, il est né à New York. Et cette information, vous voyez, elle sert pas à grand chose, puisqu'ils se sont rencontrés à Milan pendant leurs études d'ingénieur du son, c'était en 2008, et à cette époque, même si la vie nocturne milanaise, elle est en mouvement, il se passe des choses, hein, attention, mais eux, ils n'y trouvent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Mais il y a déjà une accroche musicale entre les deux hommes, et ils décident de développer un projet musical, pour que leur nom soit reconnu, et surtout pour eux, trouver leur public. Donc, en réalité, rien d'extravagant à cette époque. Because for us it's not just playing music, but it's more like trying to explain something and trying to make people think about something. That's what we do when we play. Alors très vite, ils ont envie de passer à vitesse supérieure et ils partent évidemment pour Berlin, en quête d'une scène techno plus forte, plus à même de capter leur musique. Et à cette époque, la scène est évidemment guidée par quelques grands noms comme par exemple Paul Kalkbrenner, Dixon ou encore Marcel Dettmann. La scène berlinoise, on la connaît, elle est bouillante. C'est vraiment l'épicentre des rêves de carrière. Et ça ne manque pas. Là-bas, ils seront repérés par un certain Seth Troxler, s'il vous plaît, et les choses s'accélèrent à partir de 2011 et cette EP. On se rend bien compte que c'était pas du tout le même son qu'aujourd'hui, et pourtant c'est lui qui les rend très vite, mais alors très vite incontournables. En 2015, après une année de succès, que ce soit Ibiza ou déjà Coachella, le duo est même sacré meilleur acte techno de l'année 2015 par Mixmag devant Adam Beyer, Ida Enberg, Marco Carola, Black Coffee ou même Fortet. Donc on est sur quelque chose de sérieux. En 2018, alors ils sont pas tout seuls, mais ils sont présents dans le jeu GTA en tant que DJ dans une boîte de nuit, et c'est leur musique qu'on peut entendre en bande son de la boîte. Ils sont donc incontestablement déjà à cette époque des headliners de la techno, et ça ils le savent bien. Souhaitant voler de leurs propres ailes, et après avoir quitté le label Life and Death, ils créent en 2016 ce qui deviendra leur plus grand succès à ce jour, quelques années plus tard, Afterlife. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir comment vous avez connu Tale of Us et Afterlife et à quelle époque à peu près, et qu'est-ce que vous pensez vous aujourd'hui de l'autre côté du duo, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse pousser la discussion des idées de cette vidéo en commentaire, donc n'hésitez pas. Et sur Insta en tout cas, on a fait un petit sondage et ils ont pas l'air de faire l'unanimité. Aujourd'hui victime de son succès, Tale of Us conduit le train Afterlife à une vitesse folle, laissant penser que l'accident n'est pas loin. Les origines et prétentions du début ne sont plus les mêmes. La célébrité du duo a atteint des strates qui n'ont rien de commun sur leur scène musicale techno. Ils auraient pu garder leur ligne de conduite à travers les années, comme Ben Clock, Marcel Dettmann ou encore Seth Troxler, leur mentor. Mais ils ont choisi celui de star de la techno à un niveau inédit. À ce jour, le duo italien c'est plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, près de 2 millions pour leur label Afterlife, près d'1 million de publications sur le hashtag Afterlife. Pour remettre en perspective, le hashtag Paul Kalkbrenner, c'est un peu plus de 124 000, et pourtant on parle d'un autre artiste ultra populaire. Un succès qui n'est pas sans conséquence sur la scène, et pourtant il y avait tant de belles choses à garder. À leur début, ils apportent une musique qui transcende les genres. Ils s'affirment avec brio, grâce à un son distinctif qui mélange des éléments de techno, de house et d'ambiance. Leur musique elle est envoûtante, elle est cinématographique.
très loin de celle d'aujourd'hui. Pendant près de 10 ans, Tale of Us reste fidèle à ses valeurs fondamentales de créativité, d'authenticité. Il refuse de se conformer aux attentes d'une scène en pleine mutation avec l'essor de l'EDM. C'est aussi ce qui ressort à la naissance d'Afterlife. Je me souviens très bien des débuts du label et de scènes de communion à Ibiza sur leur résidence avec le public. Aussi les affiches de prestige qui sont partagées avec d'autres grands artistes comme Maceo Plex ou Chris Liebing. Leur set évidemment magique pour Cercle ou même leur closing à Nuit Sonore en 2019 que j'avais bien aimé, que j'avais eu le plaisir de vivre, malgré quelques changements notables déjà dans la musique. Et la musique, elle était vraiment au centre du concept, même si le visuel avait déjà son importance. On le voyait très bien à Ibiza sur leur résidence. Si Afterlife est aussi connu, c'est aussi en partie grâce à ce logo. À l'image des mastodontes de la musique électronique comme A State of Trance ou Tomorrowland, Afterlife se distingue avec une esthétique à part dans le monde de la musique électronique. Et c'est pas un logo banal et sans signification. L'homme renversé est un symbole créé selon eux pour représenter l'idée de la transcendance et de la connexion entre un monde physique et spirituel. Waouh, c'est profond. Un concept qui invite l'auditeur à plonger dans un voyage intérieur, à explorer les mystères de la conscience et de l'expérience humaine à travers la musique. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment un label qui invite à un voyage spirituel, à une reconnexion via la musique, a pu se retrouver aussi déconnecté de ce qu'il voulait représenter? Et pourtant, à ses débuts, Afterlife se base sur un socle d'artistes importants. Je pense à Recondit, Mind the Gains, Patrice Baumel ou encore Denis Sorvat. Mais à partir de 2019 et surtout passé 2020, le son du label change. Il y a une bascule qui s'opère et qui se repose sur deux piliers fondamentaux à mon sens. La musique en premier lieu, elle est de moins en moins linéaire. On assiste progressivement à une musique qui est plus formatée, qui est marquée par des breaks plus longs et des drops plus téléphonés. Et ça, en réalité, ça apporte une nouveauté. Pour cette scène, on assiste à une mutation du son, et c'est bien produit, on peut pas le reprocher. Le son de Tale of Us et Afterlife, au début, quand il est nouveau, il vient vous fouetter, vous écraser avec très peu d'éléments. Et c'est un son qui, assez logiquement, plaît au grand public, qui est une évolution majeure dans la musique de Tale of Us, et qui fascine. Tout le monde veut faire ce son maintenant depuis 4 ou 5 ans. Et ça, c'est un problème. La popularité croissante d'Afterlife et de son style distinctif de techno dite mélodique a formaté la musique et l'innovation artistique. Alors que le label continue de gagner en influence et en reconnaissance, l'immense majorité de cette scène suit aveuglément cette standardisation et commercialisation du genre, au détriment de toute sa richesse et de sa singularité. La recherche de playlistage des artistes et d'une hypothétique toute petite signature sur le label a remis en perspective l'approche musicale de tout un style. Cette standardisation étouffe l'innovation, elle limite les possibilités d'exploration sonore, elle vient priver les auditeurs d'une véritable expérience musicale, diversifiée et riche en nuances. Mais les artistes ne sont pas les seuls fautifs, attention. Les médias et les labels ont suivi, surfant sur cette tendance et engouement du public, ils ont restreint leur couverture musicale, enfermant dans une boîte bien trop petite la techno mélodique. Alors même si Afterlife a produit des œuvres remarquables, aujourd'hui le label se conforme à des conventions esthétiques strictes, très limitées, créant ainsi un sentiment de déjà-vu et de monotonie dans le paysage musical. Mais attendez, là je ne parle que de musique, j'ai gardé le plus intéressant pour la fin. Si vous m'avez suivi, j'ai évoqué la place de l'image et de la narration dans la musique de Tale of Us. Car si tout le monde parle d'eux aujourd'hui, c'est pour ça. Alors, la place des visuels du spectacle a toujours été liée à la musique électronique, mais jamais à un tel sommet. Avant eux, des pionniers du show et du marketing ont posé les premiers pavés. Tiesto et Armin van Buuren, avec leurs concerts respectifs, marquent les esprits dès les années 2000. La performance DJ est liée à toute une mise en scène et des visuels. Le but du jeu est de marquer le public. Comment ne pas évoquer la place d'Eric Prydz dans ses spectacles et ses shows holo qui se répandent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux bien avant Afterlife. Pour le public, il faut faire LA vidéo du truc cool du moment, montrer qu'on y était. Et on en arrive à la situation d'aujourd'hui. On se retrouve donc devant des vidéos où le DJ fait face à des nuées de téléphones, en dépit de toute l'ambiance qui rend la techno si savoureuse et fédératrice. La commercialisation croissante du son techno-mélodique d'Afterlife n'est en réalité rien d'autre que la cooptation de la culture underground par l'industrie musicale mainstream. Plus le label continue de s'étendre et de gagner en visibilité, plus il est confronté à la pression de répondre aux exigences du marché et aux attentes du public. Il compromet ainsi son intégrité artistique et son engagement envers l'innovation et l'expérimentation. Un public en voulant toujours plus, exigeant d'en avoir pour son argent, qui se déplace pour un nom sur une affiche, mais surtout pour un show. Le public de la première heure, lui, les vrais passionnés de musique électronique, se retrouvent minoritaires dans des événements gigantesques. La quête de la fame et de la culture de l'image a creusé aussi un fossé inquiétant entre les publics avec une évolution élitiste. Afterlife, c'est des shows VIP avec des prix exorbitants, comme par exemple leur récent concert parisien.
Si évidemment je critique ce formatage de la musique, il faut souligner la force avec laquelle ils ont porté un son vers de nouvelles frontières. Ils offrent aujourd'hui une nouvelle expérience au public, visuelle et auditive, en apportant une touche de cinéma au spectacle. Cet événement à Paris, sold out en quelques minutes, est de prime abord un excellent signal pour la musique électronique en France. Même si c'est quelque chose à nuancer, il y aurait une longue discussion à développer sur tous les avantages, mais aussi inconvénients de ce succès, mais ça serait un petit peu trop pour notre sujet du jour. Sujet du jour sur lequel j'ai plutôt envie d'apporter une ouverture qui laisse planer beaucoup, mais alors beaucoup de doutes pour moi, sur le futur d'Afterlife et de Tale of Us. La commercialisation d'Afterlife a tué Tale of Us. Le duo n'a plus d'actualité musicale depuis 2022. Ses présences sur scène sont rendues rares par des exigences de prix affolantes à 6 chiffres. Un plateau et un concept Afterlife, lui, c'est un billet à 7 chiffres, rendant les dates possibles uniquement dans d'énormes structures. Alors, à l'heure de la culture de l'instant, combien de temps le public sera-t-il prêt à mettre la main au porte-monnaie une fois qu'il aura fait le tour du concept? Un concept qui va clairement devoir se renouveler et qui pour ça compte déjà sur une collaboration avec Eric Prydz. Deux univers poussés à leur extrême qui se rencontrent pour aller encore et toujours plus loin. Mais il y a surtout un élément à noter. Le show et l'image populaire d'Afterlife ne s'articulent plus autour de Tale of Us, mais de sa moitié, Anima. Matteo s'est accaparé l'affiche avec un monopole absolu, poussant Carmine à créer MRAC, un projet qui, s'il bénéficie de l'étiquette Afterlife, ne parvient pas à captiver les foules et le public nouvellement fédéré par Anima. L'ascension fulgurante d'Afterlife est un tournant significatif dans l'histoire de la musique électronique. Son succès mondial redéfinit les normes de la scène techno et de l'expérience vendue au public, tout en soulevant des questions sur la commercialisation de la culture techno et les freins de la popularité sur l'innovation artistique. Si la machine Anima continue d'écraser et de formater la scène, il est indéniable que son héritage laissera une empreinte durable sur la musique électronique. Afterlife a dépassé son statut de label techno pour aller bien au-delà. À l'image de son logo, Afterlife a renversé les codes. Mais pour combien de temps encore ? Alors, un petit message de fin de vidéo qui n'était pas prévu mais qui est nécessaire. J'ai tourné la vidéo que vous venez de voir le 11 mai dernier, j'avais prévu de la poster le 19 mai, mais la veille au soir, il y a un abonné qui nous a partagé une publication Instagram qui était très importante. Je vous mets le lien de cette publication en description et je pense que c'est bien que chacun puisse la lire en entier. Dans cette publication, une jeune femme accuse Carmine Conté, donc MRAC, de l'avoir droguée et violée. Un récit qui est assez terrifiant et vraiment qui fait froid dans le dos, où elle raconte le déroulé des événements et elle présente les preuves qu'elle a en sa possession. À ce jour, il n'y a eu aucune réaction du côté de MRAC ou Tale of Us Afterlife. En attendant la suite judiciaire et en espérant qu'elle ait lieu, Carmine Conté, donc MRAC, reste pour l'heure présumé innocent. De manière plus globale, l'équipe de Meet & Greet se joint à moi pour soutenir toutes les victimes de ces violences qui sont inacceptables et juste nauséabondes. Il faut que les voix des victimes soient entendues, qu'elles soient prises au sérieux. Nous les croyons. Merci d'avoir écouté ce message.